Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment clé pour beaucoup d'entreprises. Réussir l'arrivée des robots. Et surtout, comment faire pour que les équipes suivent, qu'elles adhèrent au projet. On s'appuie sur un guide très pratique, très concret. C'est presque un mode d'emploi pour les décideurs, quoi. Le COMEX, les directeurs industriels. Et un truc qui saute aux yeux tout de suite, qui est peut-être un peu surprenant, c'est ce chiffre avancé, 80%. 80% du succès d'un projet robotique, ce serait Voxo, l'humain. La technique, la machine elle-même, ça ne compterait que pour 20%. C'est énorme, non? Ah oui, c'est énorme et c'est vraiment le cœur du sujet. Et c'est justement ce qu'on va essayer de décortiquer ensemble aujourd'hui. Quelle stratégie on peut mettre en place pour gérer ces fameux 80%? Comment on transforme la méfiance ou même la peur, qui est souvent normale, hein, en une vraie envie de participer, en l'adhésion, quoi. On va regarder la méthode proposée, les mécanismes psy derrière, comment on répond aux craintes, comment on communique bien. Parfait. Alors, commençons par la base, l'adhésion. Le guide le dit bien, ça ne se décrète pas, ça se construit. Et il identifie 4 grands piliers, 4 leviers pour ça. Exactement. Le premier, c'est le sens. C'est le pourquoi. Pourquoi on fait ce projet? C'est quoi l'objectif final? Si ça, c'est pas clair, c'est compliqué d'embarquer les gens. Logique. Le deuxième levier, c'est la sécurité. Alors, la sécurité physique, bien sûr, hein, travailler avec un robot, il faut que ce soit sûr. Mais il y a aussi, et c'est hyper important, la sécurité psychologique. La peur pour son emploi, quoi. Est-ce que je vais garder ma place? Mhm. La peur numéro 1, j'imagine. Souvent, ouais. Troisième levier, la capacité. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais savoir m'en servir de ce robot? Donc là, il faut que les gens se sentent capables. Et ça passe par la formation, l'accompagnement. D'accord. Et enfin, le quatrième, la fierté. Le fait de se sentir utile, reconnu, de voir que son travail évolue, qu'il y a des perspectives intéressantes. Sens, sécurité, capacité, fierté, on voit bien comment ils s'articulent. L'idée, c'est de créer une situation où tout le monde y gagne, c'est ça? C'est tout à fait ça, hein. L'entreprise gagne en performance, ok, mais les équipes aussi doivent y trouver leur compte. Moins de tâches pénibles, plus de sécurité, et puis des compétences nouvelles, valorisées. Un vrai partage des bénéfices. D'accord. Et ça nous amène à des points très terre à terre sur comment on gère la peur et comment on bâtit la confiance. Le guide insiste sur un point. La peur, faut pas la voir comme un truc irrationnel. Souvent, elle est basée sur des choses concrètes, ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on entend dire par les collègues, les expériences passées. Donc, la conséquence, et c'est un message fort du guide, il faut prouver. Prouver plus que promettre. Voilà. Les belles paroles, ça ne suffit pas quand les gens sont inquiets. Il faut des faits, des actes, des garanties, du tangible. Ça demande une certaine humilité de la part de ceux qui mènent le projet, non? D'accepter cette réalité perçue. Absolument. Et ça rejoint le deuxième point clé, le lien entre la compétence et la confiance. Pour avoir confiance, il faut se sentir compétent. D'où l'importance cruciale de former et de former tôt. De laisser les gens essayer, pratiquer, même se tromper au début. Et si possible, de reconnaître officiellement ces nouvelles compétences, avec une certification par exemple. Ok, donc former, pratiquer, certifier. Et le troisième point, c'est la reconnaissance. Le guide dit qu'il faut presque ritualiser le fait de dire merci, de célébrer les réussites, même les petites. C'est pas juste pour faire joli, c'est essentiel pour ancrer le changement positivement. Très clair. Alors, maintenant, voyons comment tout ça s'applique face aux peurs spécifiques liées aux robots. Le guide en liste 5 principales. Et la première, sans surprise, c'est « je vais perdre mon boulot Oui, la crainte numéro 1. Celle qu'il faut traiter en priorité et avec le plus de clarté possible. Le document rappelle d'abord un truc important. Souvent, les entreprises robotisent parce qu'elles ont du mal à recruter sur certains postes, ou parce que ces postes sont très durs, avec beaucoup d'absence, de turnover. Donc, la première chose à faire, c'est d'être factuel avec des preuves locales. Afficher les chiffres. Voilà, on a X postes ouverts depuis des mois, l'intérim nous coûte tant, le taux d'absentéisme ici, c'est ça. ». En gros, montrer que le robot vient pas prendre le travail de quelqu'un, mais plutôt soit combler un vide, soit améliorer une situation pénible, soit permettre aux gens de faire autre chose de plus intéressant. C'est exactement l'idée. Et pour appuyer ça, 2 actions fortes sont proposées. D'abord, un engagement écrit de la direction, noir sur blanc. Personne sera licencié à cause de ce projet robot. Ça, c'est fort. Ah oui, ça marque.
Et ensuite, proposer concrètement de l'upskilling, donc de la montée en compétences. Annoncer qu'on crée un parcours, par exemple, pilote de robot, avec peut-être une prime, une certification. Et bien sûr, on suit ça avec des indicateurs clairs. Combien de personnes ont eu l'info, combien ont signé l'engagement, combien sont inscrits en formation. Toujours les preuves par les chiffres. Très concret, oui. Deuxième peur. Jamais j'arriverai à utiliser ce truc, c'est trop compliqué pour moi. La peur de ne pas être à la hauteur, techniquement. C'est une peur qu'on comprend bien, mais il faut la confronter aussi à la réalité des robots d'aujourd'hui. Les interfaces sont beaucoup plus simples qu'avant, on parle de no-code, de low-code, on peut même parfois juste montrer le geste au robot. Alors le guide suggère plusieurs choses. D'abord, des démos courtes, très ciblées. Parfois 10 minutes suffisent pour montrer un truc de base et hop, ça démystifie un peu. Ah oui, juste voir que c'est pas si sorcier. Exactement. Ensuite, une formation par petits bouts, très pratique. Pas des heures de théorie, mais des petits modules, des ateliers où on met les mains dedans. Et un truc super important, l'accompagnement après le démarrage. Ce que le guide appelle le shadowing, un collègue expert qui reste à côté les premiers temps. Pour pas se sentir lâché dans la nature, quoi. C'est ça. Et là aussi, on mesure qui a suivi les modules, bien sûr, mais aussi, c'est intéressant, on demande aux gens d'évaluer leur propre niveau de confiance avant et après, pour voir si ça a bougé. D'accord. Troisième peur, plus sensible peut-être. Le robot va me fliquer, tout noter et on va me tomber dessus. La peur de la surveillance. Oui, la collecte de données, c'est toujours délicat. L'approche qui est recommandée, c'est la transparence totale. Expliquer très clairement quelles données on collecte, temps de cycle, nombre de pièces, pourquoi la machine s'est arrêtée, pourquoi on les collecte, pour améliorer le processus, la qualité, pour prévoir la maintenance, combien de temps on les garde, qui peut les voir, et insister sur le fait que ce sont des données liées à la machine, au processus, pas des données pour noter la performance de Jean ou de Fatima. Faut être hyper clair là-dessus. Mettre tout ça dans une charte claire, si possible validée avec les représentants du personnel. Et enfin, montrer le bon côté. Utiliser ces données pour améliorer aussi les conditions de travail. Par exemple, prouver, chiffre à l'appui, que les TMS, les troubles musculo-squelettiques, ces douleurs liées aux gestes répétitifs, ont diminué grâce aux robots. Et on suit, est-ce que la charte est validée? Est-ce qu'on respecte bien ce qui est écrit? Logique. Quatrième peur, très directe, c'est dangereux, un robot. La sécurité physique. Alors là, c'est la base, évidemment, non négociable. Le guide rappelle qu'il y a tout un tas de normes très strictes là-dessus, les normes ISO notamment. Il faut expliquer et surtout montrer comment fonctionnent les sécurités européennes, les barrières lumineuses, les scanners laser, le gros bouton rouge d'arrêt d'urgence, comment les cobots, les robots collaboratifs, sont conçus pour s'arrêter au moindre contact. Il faut voir pour croire un peu. C'est ça. Ensuite, une formation sécurité dédiée est obligatoire. Les règles de circulation autour du robot, les zones où il ne faut pas aller, les équipements de protection à porter, quoi faire s'il y a un problème. Et enfin, il faut maintenir la vigilance. Faire des exercices régulièrement, des petits rappels sécurité, des quarts d'heure sécurité. L'objectif numéro 1, c'est zéro accident, bien sûr, mais il faut aussi regarder les accidents pour apprendre et vérifier que tout le monde est bien formé. Ok. Et la cinquième peur, peut-être un peu moins évidente, mais tout aussi réelle. Mon savoir-faire, mon expérience, ça vaudra plus rien. La peur que l'expertise métier soit dévalorisée. Ah oui, celle-là, elle touche beaucoup les opérateurs qui ont de l'expérience. Et là, le message du guide est un peu à contre-courant, hein. C'est tout le contraire qui doit se passer. L'expertise métier, elle est essentielle pour qu'un robot marche bien. C'est l'opérateur qui sait faire le bon geste, qui connaît les petites astuces, les tolérances. Le robot, il a besoin de cette intelligence-là. Donc il faut réussir à transférer cette intelligence humaine dans les réglages du robot. Exactement. C'est pourquoi la co-conception est si importante. Faire des ateliers où les opérateurs participent vraiment à définir comment le robot doit bouger, quels sont les points importants, comment affiner les réglages. Il faut aussi créer des nouveaux rôles et les valoriser. Pilote de robot, référent qualité, spécialiste vision, et puis reconnaître publiquement cette contribution. Pourquoi pas un mur dans l'atelier avec les noms des contributeurs ou des petites vidéos où ils expliquent comment ils ont aidé à apprendre au robot. Et on peut suivre ça. Combien d'idées du terrain ont été mises en place? Combien d'opérateurs ont évolué vers ces nouveaux rôles? C'est vraiment très structuré comme réponse. Et pour mettre tout ça en musique, le guide propose une stratégie de communication en 4 phases. Très rythmée,
Et encore une fois, avec des indicateurs pour suivre. Oui, c'est une vraie feuille de route. Phase 1, l'annonce. Ça se passe avant même que le projet démarre officiellement. Le but, c'est de rassurer et de donner la vision d'ensemble. On utilise plusieurs canaux. Une grande réunion pour tout le monde, un mot du directeur, une première série de questions-réponses, des affiches. Le message clé doit être double. On robotise pour assurer notre avenir et pour améliorer vos conditions de travail. Faut vraiment lier les deux. D'accord, pas l'un sans l'autre. Phase 2, l'implication. Ça, c'est pendant qu'on analyse des besoins et qu'on choisit le robot. L'objectif, c'est plus juste d'informer, c'est de faire participer. C'est le moment des ateliers, par exemple, pour dessiner le flux de travail actuel et futur, le fameux VSM. C'est aussi là qu'on peut organiser des visites d'autres usines qui ont déjà des robots ou faire des démos pour comparer différentes solutions. Le message ici, c'est vous les experts du terrain, aidez-nous à choisir et à régler le bon outil. Exactement. Ensuite, phase 3, la formation, juste avant que le robot arrive et soit mis en service. Là, l'objectif est clair, donner les compétences pour que les gens se sentent en confiance. C'est là qu'on déploie les modules pratique, sécurité, utilisation de base, interface homme-machine, vision. On peut utiliser des simulateurs, des jumeaux numériques pour s'entraîner sans risque. Et c'est là qu'on met en place la certification dont on parlait. Le message « vous apprenez des choses utiles pour l'avenir », c'est reconnu, c'est valorisé. Et pour finir, phase 4, la célébration. Ça, c'est après, une fois que le robot tourne. Le but, c'est de marquer le coup, de fêter la réussite collective et de se projeter. Ça peut être un petit événement de lancement, l'inauguration du mur des contributeurs, diffuser une vidéo sympa qui montre l'avant-après, par exemple, moins de charges lourdes à porter. Et surtout, partager les premiers beaux résultats. Qualité, délai, sécurité. Le message, bravo à tous, regardez ce qu'on a réussi ensemble. C'est une approche très logique, très structurante. Et pour ceux qui veulent aller encore un peu plus loin, le guide propose aussi d'autres techniques. Par exemple, créer un programme de champions robotiques. Des champions? C'est-à-dire? L'idée, c'est de repérer dans les équipes les personnes qui sont un peu des leaders naturels, qui sont écoutées par leurs collègues. On leur donne une formation plus poussée et ils deviennent des sortes d'ambassadeurs du projet. Ils peuvent répondre aux questions, rassurer et même aider à former leurs pairs. Bien sûr, ce rôle doit être reconnu officiellement, valorisé. Des relais de confiance sur le terrain, en somme. Tout à fait. Une autre idée, c'est la gamification. Utiliser des éléments de jeu pour rendre l'apprentissage plus sympa, plus motivant. On peut lancer des petits défis, genre qui arrive à optimiser le cycle de cette tâche, donner des badges virtuels ou réels, expert sécurité robot, pro du programme machin, faire un classement amical, offrir des petites récompenses. Ça peut être stimulant. Et vous parliez aussi de visites et de témoignages. Oui, ça marche très bien. Organiser des visites dans d'autres entreprises ou d'autres sites du groupe où ça se passe bien avec les robots, surtout si les métiers sont similaires. Encore mieux, faire venir des opérateurs de ces sites pour qu'ils racontent leur expérience, mais sans la direction à côté, hein. La parole d'un collègue, ça a souvent plus de poids. Et puis, faire des petites vidéos internes, des témoignages authentiques, avant-après, ça montre concrètement le bénéfice vécu. On a parlé formation et certification. Le guide donnait un exemple de parcours opérateur-pilote robot. Ça avait l'air assez précis. Oui, c'est un bon exemple de comment on peut structurer ça. Il y avait 4 niveaux, je crois. Initiation, ok, les bases, la sécurité, l'interface, genre 8 heures. Opération, ok, démarrer, arrêter, changer un outil simple, peut-être 16 heures. Avancer, ok. Diagnostiquer ma petite panne, faire une modif mineure, 24 heures. Et référent, ok, optimiser un peu, faire de la maintenance simple, 32 heures. Avec à chaque fois des évaluations, un peu de théorie, de la pratique, un petit projet d'amélioration. Et si tu réussis, ben, tu as ta certification interne, un badge, peut-être une prime, et c'est écrit sur ta fiche de poste. Et là, on boucle la boucle avec les peurs du début. Ce genre de parcours, ça répond à la peur de perdre son job. Peur #1, parce que ça ouvre des possibilités d'évolution. Et ça répond à la peur que son expertise ne serve plus. Peur #5, parce qu'on la transforme et on la reconnaît. Exactement. Et le dernier gros morceau de cette méthode, c'est le pilotage par la donnée. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Il faut suivre l'adhésion, le côté humain, avec autant de sérieux et de rigueur qu'on suit les indicateurs techniques, comme l'OEE, le taux de rendement des machines. Mesurer l'humain aussi sérieusement que la machine, c'est intéressant ça. Et on mesure quoi concrètement? Alors, il y a 2 types d'indicateurs. D'un côté, les indicateurs d'adhésion pure.
Est-ce que les gens recommanderaient le projet? Quel est le taux de participation volontaire aux ateliers, aux formations? On peut même analyser ce qui se dit dans les discussions. Et de l'autre côté, les indicateurs d'impact qui montrent les bénéfices concrets. Est-ce que les TMS baissent vraiment? Est-ce que les temps de cycle s'améliorent? Moins de défauts, moins de pannes. Le guide suggère d'avoir des tableaux de bord qu'on regarde régulièrement. Un petit point chaque jour sur la sécurité et les arrêts, un point chaque semaine sur comment l'adoption avance, les problèmes qui remontent, et une revue chaque mois en comité de pilotage pour regarder la performance globale. Comment l'adhésion évolue, le climat social. Et ce qui est vraiment bien, c'est que le guide fournit plein d'outils prêts à l'emploi. Des modèles d'email, des exemples de FAQ, de chartes, des plannings types, des checklists. C'est très opérationnel. Bon, on marie un trip exploration très riche. Si on devait résumer l'essentiel de ce guide, on dirait que réussir la robotisation, c'est avant tout une affaire de gestion humaine. Bien pensée, bien structurée, avec les bons outils. Les clés, ce serait vraiment écouter les peurs et y répondre avec des faits, communiquer clairement, par étapes, impliquer les gens, former pour donner confiance, reconnaître les efforts et mesurer l'humain autant que la technique. C'est une excellente synthèse, oui. Ce qui est frappant dans cette approche, c'est qu'elle donne vraiment un cadre, une méthode et des outils. Ça rend l'accompagnement humain moins flou, quoi. Le message derrière, il est fort. La robotisation, c'est pas tant un défi technique qu'une transformation humaine qu'il faut bien orchestrer. Le vrai sujet, c'est pas le robot lui-même, c'est comment on construit la confiance, comment on développe les compétences, comment on invente une nouvelle façon de travailler ensemble, hommes et machines, pour que tout le monde s'y retrouve. Et juste pour finir, une petite question qui me vient en vous écoutant. Cette méthode-là, très organisée, identifier les peurs, prouver, communiquer, impliquer, former, reconnaître, mesurer, est-ce qu'au fond, on ne pourrait pas l'appliquer à n'importe quelle grosse transformation? Que ce soit une autre technologie, comme l'IA, ou même un changement d'organisation. Quelles autres peurs, peut-être moins visibles, freinent le changement ailleurs? Et comment on pourrait s'inspirer de cette approche pour y répondre de manière aussi factuelle et aussi humaine? Voilà, peut-être une piste de réflexion pour ceux qui nous écoutent.